Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glodibi, c'est le pied. Diaspora FM 102.3. Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glodibi, c'est le pied. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Bonjour à tous et bienvenue à votre émission Point 7 qui démarre à l'instant avec, et bien sûr avec moi en studio comme d'habitude, comme tous les vendredis, Julien Kitty qui, en attendant de commencer à nous donner sa voix, est en train de farfouiller sur, et bien sûr les réseaux sociaux, en train de quêter la dernière info sur laquelle vous êtes tombé. C'est laquelle, Julien Kitty? Bonjour. Oui, bonjour Peggy Ludovic Daba, bonjour à tous les amis auditeurs de Diaspora FM. Bon, vous savez, le téléphone est devenu aujourd'hui notre compagnon qui nous colle à la peau, mais même si ça nous conduit à beaucoup de déviance, parce que c'est un gros voleur de temps, le téléphone, mais également que ce soit la télévision, que ce soit tous les autres médias aujourd'hui, nous les avons sur Internet. D'ailleurs, même avec Diaspora FM, je peux aujourd'hui par vos applications écouter Diaspora FM dans ma main, sur mon smartphone, partout où je suis. Je ne suis plus obligé de me mettre à côté du poste transistor. Donc je regardais, je suivais le top 3 des animateurs ivoiriens, John Jay, qui était en train de décrypter les gros succès de Koffi Olomide du temps où il s'appelait le grand garçon de Tchatcho. Ben voilà, donc parce que parfois c'est nécessaire aussi, on ne doit pas rester tout le temps dans les méandres de l'actualité politique qui parfois devient chiante parce que faite de trop de machiavélisme, mais aussi nous sommes de grands ambianceurs devant l'éternel, donc on se fait plaisir. En attendant donc le lancement de l'émission, j'étais en train de m'abreuver de ces décryptage là, parce que au-delà du journaliste que nous sommes, nous avons un parcours d'animateur également, comme vous d'ailleurs. Beaucoup ne savent pas que Peggy Ludovic Daba, qu'il voit tout sérieux en train d'animer des émissions d'actualité, de faire des commentaires, des revues de presse, qu'il lui est arrivé de faire de faire les samedis soirs de beaucoup de familles et de s'engranger des faveurs des auditeurs et surtout des auditrices. Ça s'appelle un comeback dans le passé. Vous ne savez pas, je veux dire, vous ne faites pas, non. Vous ne savez pas si bien dire, voilà, c'est ce que je voulais dire, puisque ce matin, bizarrement, j'étais aussi culturel, j'écoutais le doyen Jean-Luc Akplogan dans une émission originale et la copie, je crois, et franchement, j'ai été sidéré. Parce que la qualité de cette émission, la qualité de cette voix et surtout le contenu de cette émission aujourd'hui, il est allé nous sortir l'original, Akwa Matizo de Stantoron, et puis des reprises, des copies, et franchement, c'était bien fait, moi je lui dis chapeau. Vous avez très bien trouvé l'exemple, Jean-Luc Akplogan, que moi je respecte pour ses capacités de narration, sa culture générale, et puis le temps qu'il a passé sans perdre la main par rapport aux qualités professionnelles qu'on lui connaît, mais qui est également un grand connaisseur, en dehors du milieu politique, un grand connaisseur de la musique. Vous savez, c'est le père de Bénin Passion, cette belle initiative qui a ressuscité toutes les légendes de la musique béninoise qui résistent autant. Donc, ça ne me surprend pas que au détour de belles fêtes du vin qu'il s'est organisé également, bon amateur qu'il est, avec un certain Guy Papo, grande voix de la radio également, et voilà. Donc, je crois quand même que c'est des grands noms qu'on doit apprendre à célébrer ici, parce que moi j'ai vu Jean-Luc Akplogan aujourd'hui dans sa dimension culturelle, je le savais, mais je ne savais pas qu'il était autant bon sportif que culturel et encore sur le plan politique. Franchement, cher aîné, salut,
on aura l'occasion certainement de le prendre par ici, sur cette émission, pourquoi pas, afin de nous abreuver de ces expériences. Il est resté peut-être trop dans son coin, Vincent Fortuné à Sogba. Il est dans ce studio. Bon, je ne sais pas s'il s'est senti entre-temps délaissé, mais je sais qu'il est également un amateur de la bonne musique et surtout des bonnes choses. Vincent Fortuné à Sogba, bonjour. Bonjour Peggy Ludovic Dagba, bonjour à Julien Kitty et à tous les auditeurs de Diaspora FM. Vous vous êtes senti scellé par ce préliminaire qu'on faisait ou quoi? Non, du tout pas. Je vous suis attentivement. Bon, je crois que moi-même je suis un salsero et donc je vous écoute attentivement. Je sais que je vais sortir mon numéro dès que nécessaire. Oh là là, c'est dommage qu'on ne soit pas à la télé, sinon, chers auditeurs, vous allez voir les grandiloquents que l'on m'a pris, bien vautré dans sa chaise. Je suis un salsero. J'aimerais bien le voir. Je suis une bonne piste. Franchement. Et dessiner des figures géométriques avec ses pieds pour faire la salsa. Bon, mais je pense qu'il faut saluer ça parce que je ne sais pas s'il y a un lien entre la salsa et le goumbé, mais qu'il me disent que bon, il peut faire la salsa ou bien la juju music. Je me serais senti plus à l'aise parce que c'est plus proche de toute la musique, la variété de musique nago que j'adore par ailleurs. Le bolojo, soit dit en passant, le 6 mai dernier, j'étais d'une belle fête où j'ai vu les Guélédés, après avoir suivi une partie de Adjogan, vu les Guélédés venus, introduits par une partie du Bolojo, où j'ai vu une fille que je croyais être une fille de Cotonou, mais deux queues de cheval en main, appeler les Guélédés de façon sacrée comme cela se doit, parce que depuis 2008, c'est le seul patrimoine immatériel de notre pays, reconnu mondialement et célébré, et reconnu comme tel par l'UNESCO. C'est quand tu dis ça à Sogba et son ami de l'ombre qui est ici avec nous, même si c'est à titre d'observateur. Vous voulez parler de CPO? Tu lui réveilles, bon voilà, le mythique CPO. Ouais. Ne le ramenez pas surtout au souvenir de certains. Allez, on va revenir maintenant à nos moutons puisque bon, on s'est permis. Non. Ah, d'accord. Lui aussi, il veut apporter son grain de sel, Bien sûr, je voudrais rassurer Gillian qui dit que si c'est du Goumbé ou du Blondio, on est toujours là aussi, Super. Ça, c'est clair. Tu ne peux pas, ce serait un sacrilège de venir de là-bas et ne pas savoir poser les pas de Goumbé ou bien de Blondio. Et encore d'autres choses. Il y a encore d'autres rythmes. Alors là, les auditeurs ont donc de quoi attendre véritablement parce que là, on va vous passer tous sur comment dirais-je la piste pour que vous puissiez donner la démonstration de ce que vous savez faire. À t'envoyer un disque bientôt de la danse au goût, la danse au goût là, et vous allez voir comment ça se passe là-bas. Donc le disque est pratiquement prêt. Je suis en studio là. Alors là, de mieux en mieux. Non, ça, du temps Bon, là, c'est en une minute, Julien Titi. Pas plus. Beaucoup ne savent pas. Moi, je l'ai découvert, j'avoue, il y a quelques 2 ans seulement. J'entendais du village où je suis né, la divinité au goût. Je pensais elle était simplement du panthéon, de l'ère culturelle, linguistique B. Donc, rien que de Adjatado. Mais le goût, je l'ai vu d'origine nago. Et j'ai pu... Le goût est différent du goût? Non, au goût, tout ce que vous voulez, c'est la même chose. C'est d'origine nago. Et j'ai pu, dans les encablures de Savalou, j'ai assisté à une cérémonie où j'ai vu une vieille de près de 100 ans, encore sur ses pieds, en train de faire les louanges à cette divinité. Vous savez, c'est la partie culturelle, l'aspect culturel de ces genres de choses. Moi, ça me passionne. C'est de la poésie, c'est du slam, c'est de la chanson, de la rhétorique spirituelle, comme vous pouvez pas imaginer. Et je me suis dit, mais attends, on parle de cette divinité que moi je crois être. Donc il y a autant
de choses que nous devons encore... Maintenant, quand il parle de la danse, vous voyez, il y a la divinité. Nous sommes des jeunes, nous ne sommes pas des dépositaires de ces divinités sacrées-là. Donc, on n'en sait pas grand-chose en termes de la dimension spirituelle. Donc, pas, soit dit en passant, on s'incline devant ceux qui en sont gros dignitaires. Mais l'aspect culturel, je crois que c'est de ça qu'il parle. C'est de temps à autre. Surtout la danse. Il faut la danse qui soutient le culte. Il faut que peut-être point 7 qui se donne le plaisir de pouvoir planter le décor souvent avec ces gens de causerie là, qu'on puisse pourquoi pas déporter cette émission, aller la réaliser un jour au creux des collines de Sabalou, de Dassa, de Bantais, de Savais. Moi, je veux bien un jour qu'on dise que Point 7 se réalise en direct de Rorgui, c'est dans Savais, un village dont j'ai foulé le sol pour la première fois. On m'a dit, mais même le petit de 10 ans, quand tu le vois, il faut le respecter, sinon il peut te dire, tu es bienvenu ici, mais tu retourneras pas sur tes deux pieds. D'accord. Alors, tout ça est bien possible, hein. Il suffit juste de vouloir soutenir la chose par le sponsoring ou autre. On saura trouver quand même la formule. Nous avons de hauts dignitaires de la culture et surtout de la zone dont Julien Kittil y parle, et bien d'autres aussi, hein. Point 7 a été quand même fait en direct de Paracou il y a pas si longtemps que ça. On était au centre Guy Riobé et les auditeurs en ont été en direct vraiment... de Grand Popo, pourquoi prochainement, à l'occasion de Novicha. Novicha, pourquoi pas. Prenez les attaches, on verra bien, et ça pourra se faire. Merci vraiment d'être avec nous. Maintenant, on va quand même revenir à nos moutons, comme je le disais tantôt. Aujourd'hui, c'est vendredi. C'est vrai que l'actualité, en tout cas, telle qu'on le voulait, ne s'est pas signalée de cette façon, mais quand même, il y a des faits importants qui, ma foi, se sont produits. Par exemple, cette barbarie dont on a parlé la semaine dernière survenue et franchement qui aura suscité, aura créé des douleurs au cœur dans des familles, surtout dans tout le Bénin. Cette semaine, on a quand même pu avoir Vincent Fortuné Assogba, la riposte de l'armée béninoise. Merci beaucoup. La riposte, je ne sais pas si c'est vraiment, il s'agit de vraiment une riposte parce que vous savez, vous venez de le dire, c'est une barbarie. On prend nos parents, qu'on égorge comme des bétails. Et bon, le gouvernement attend. J'ai cru lire sur certains médias où on demande au gouvernement de s'expliquer, mais le gouvernement ne s'explique pas. Et bon, peut-être on vient nous montrer que il y a eu riposte, qu'on a pu neutraliser 3 personnes, ou je ne sais combien, on a pu arrêter 5 personnes, soit. Mais aujourd'hui, je crois que la plaie est plus béante, et puis elle est plus profonde que de venir faire ce que moi j'appelle peut-être un début de théâtralisation. Oui, une chose est de dire qu'on a arrêté, puisque nous autres ne sommes pas au front avec eux. Mais ce qui s'est passé, c'est aussi grave. Et ça interpelle nos dirigeants au sommet de l'État, parce que la menace terroriste devient inquiétante, surtout dans la partie septentrionale de notre pays où on ne sait pas quand. Et la méthode qu'ils utilisent, c'est 100 fois nulle loi, inquiète avec la pose des mines artisanales. Je crois que ça devient plus compliqué, même et pour la population et pour les forces de défense et de sécurité d'opérer. Là, c'est là que ça interpelle vraiment, et que je crois que c'est plus sérieux que de venir faire une communication on a pu mettre la main sur 3 personnes ou on a neutralisé 3 personnes. Ça ne veut rien dire. Je crois les plus sceptiques comme moi ne croiront pas vraiment à ce qui est dit. Bon, mais vivement qu'on arrive à repousser ces 100 fois nulle loi loin des frontières béninoises. Mais malheureusement, là, on n'est pas encore à ce niveau-là. Et c'est la population béninoise
qui fait les frais. Et comme on l'a souvent, nous avons l'habitude de le dire ici, ce sont les Béninois qui meurent comme ça. Et ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Cela n'arrive pas qu'aux autres. Jamais. Si aujourd'hui, c'est X famille qui est touchée, demain, ce serait l'autre famille. Un peu comme on a l'habitude de le dire concernant les prisonniers politiques. C'est le moment d'appeler à un sursaut patriotique afin que nous puissions repousser loin des frontières béninoises ces gens de barbarie. Parce que c'est inquiétant. C'est inquiétant. Et ça ne fait que s'empirer malgré toutes les annonces. Moi, j'ai toutes les annonces faites par le gouvernement en place. Et en ce qui concerne la lutte contre les attaques djihadistes, les attaques terroristes. Donc, je voudrais qu'on évite. Bon, d'ailleurs, la prévue nous ont empêchés d'enquêter, d'aller dans certaines zones. C'est pour ne pas perturber, peut-être, ceux qui font le travail. Mais que eux-mêmes aussi ne se versent pas dans des communications stériles qui ne font pas avancer. Parce que ce qui s'est passé à Kérou, je crois que Béni nous dit qu'on a abattu trois terroristes, ou je crois que c'est loin du compte. Ouais, c'est insignifiant. C'est insignifiant et je voudrais pas qu'on communique sur ça. Oui, mais Vincent Fortuné à Soba, il faut quand même dire, hein, quoi qu'on dise, parce que ces gens-là, ils sont vraiment futés, ils ont des stratégies vraiment haute performance, histoire de chaque fois venir prendre à dépourvu, hein, venir créer la surprise, mais une surprise envoyante. Est-ce qu'on ne peut quand même pas saluer, quoi qu'on dise, ce réveil, cette promptitude de l'armée béninoise? Non, je ne sais pas. L'exploit n'est pas encore si grand pour parler de saluer. Ils sont là pour ça. Et je me rappelle que au cours d'une émission ici, Julien Kittil a dit que un officier de l'armée lui a dit quand un non militaire est en danger, le militaire est censé le défendre au prix de sa vie. Si je ne reprends pas exactement ces expressions, mais donc, pour vous dire quoi, ils sont là pour défendre. Maintenant, aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai de la peine parce que je me pose cette question et je réfléchis à haute voix, comme tout le monde. Est-ce que ceux que nous envoyons au front ont vraiment les moyens nécessaires pour aller au front? J'ai parlé des annonces. Le gouvernement a annoncé des trucs. Est-ce vraiment les moyens sont vraiment à la disposition de nos forces de défense et de sécurité pour aller à l'encontre de ces gens que vous venez de dire qui sont suréquipés? Ils sont suréquipés parce que la méthode utilisée montre que vraiment c'est des gens qui disposent des moyens, non seulement les moyens matériels, mais également des informations et agissent en conséquence. Sinon, c'est pas possible rentrer dans un village, prendre qui on veut, aller et puis se permettre de les égorger. Alors qu'il y a dans ces villages des forces de défense et de sécurité. C'est un peu dérangeant. Et c'est là que moi j'allais embrayer pour dire le fait de relever de sa fonction le commissaire de police ou je ne sais quoi. C'est désormais une tradition établie. Quand dans un problème survient dans un comment dirais-je, dans une unité, le commissaire est tout de suite relevé, comme pour dire, c'est parce que vous n'avez pas fait votre travail. Ah, si c'est ça, on devait faire ça sur toute la chaîne. Ça se fait souvent. Non, ça ne se fait pas. Parce que, si je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que véritablement les éléments de ces commissaires ont les moyens
nécessaires pour aller au front? C'est ça la question. Mais il y a quand même dans ces zones-là des patrouilles de nuit. Moi, j'étais dans la zone il y a longtemps, mais que j'en ai vu. Non, ça suffit. Ça ne suffit pas. Des patrouilles de nuit, peut-être, vous-même, vous l'aviez dit, c'est des gens, par exemple, les djihadistes, ceux qui font ces attaques, ceux qui posent ces genres d'actes barbares, sont des gens qui sont informés. Ils sont suffisamment informés. Vous parlez de patrouilles. Patrouilles de combien de personnes? Dites-moi. Et avec quels moyens à bord? Il y a tout ça qu'il faut voir. Parce que c'est très beau de dire on limoge, on relève X de ses fonctions. Mais si demain encore, ils viennent, pendant qu'on n'a pas donné suffisamment de moyens, on va encore relever. On finira par venir vous chercher, vous, Peggy Ludovic Daga, pour aller au front. Parce que on aurait tout relevé de la fonction. Moi, je suis pas formé pour. Non, on finira par vous former. C'est une manière de parler parce que si on va relever à chaque instant, sans voir est-ce que les gens ont les moyens, est-ce qu'on leur a donné vraiment le matériel qu'il faut pour veiller à ce que ces gens d'acteurs ne se posent pas. Est-ce qu'ils en ont? S'il n'y en a pas, demain encore on va relever un autre. Après demain on va relever un autre. Et ce serait un perpétuel recommencement. Alors que le vrai problème est là. C'est de doter les gens des moyens efficaces. D'accord. Parce que en face, c'est des gens organisés. C'est des gens qui ont des moyens. Et il faut suréquipés, comme vous suréquipés. Et je sais que en temps, ici, je crois bien, j'ai suivi un peu. Je sais que il y a des instructeurs français qui étaient au nord du pays, qui formaient nos forces de défense et de sécurité en matière de renseignement. Qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'ils ne soient pas informés, pour qu'ils ne puissent pas déceler ce coup que ces gens ont préparé et ont pu opérer comme ça. C'est à tout ça qu'il faut répondre avant de parler, de relever le commissaire ou bien celui qui est chargé de gérer la troupe dans la zone. Je crois que ce serait mieux de penser à renforcer les moyens, les moyens matériels pour permettre à nos forces de sécurité, de défense et de sécurité d'aller au front, de faire face un tant soit peu à ces gens qui ne réfléchissent pas comme des humains. Julien Guiti, moi je vous demanderais, puisque vous avez suivi un peu le développement de Vincent Fortuné à Soba, est-ce que définitivement on pourra dire que, comment dirais-je, cette équation de l'insécurité dans le Nord Bénin qui a commencé, voici quelques années maintenant, franchement, n'est plus ou n'est pas, comment dirais-je, dans les capacités de l'armée béninoise à y faire face. C'est vrai, c'est la toute première conclusion à laquelle on va aboutir vu tout ce qui survient, malgré tous les moyens que l'État y met. Mais concrètement, comment pouvoir dompter ce dragon-là? Non, mais je pense que j'ai toujours eu coutume de dire aux gens, la guerre contre les avancées terroristes ne peut continuer à être menée par nos armées nationales avec les moyens conventionnels, les méthodes classiques de guerre. Parce que quand vous êtes attaqué par les djihadistes, vous êtes en guerre. Alors, pendant beaucoup de décennies en arrière, de siècles, on a eu des guerres où les armées, les protagonistes se tirent dessus. Donc, par les armes conventionnelles. Mais il y a des tirs nourris qui partent de part et d'autre. Oui. Mais ici, le terrorisme, je pense que c'est d'abord un esprit. C'est d'abord un état d'esprit. C'est d'abord des questions d'idéologie. D'accord? On a eu par le passé des guerres liées à l'occupation des territoires, des guerres liées à l'occupation de certaines zones, des guerres liées
donc à la suprématie dans les instances dirigeantes du monde. Mais aujourd'hui, on a des guerres menées par des gens qui vont jusqu'à avoir la conviction que si eux ils meurent dans le djihadisme, en attaquant, pourvu qu'ils tuent plusieurs personnes, beaucoup de personnes, eux ils vont au paradis. Parce que moi, par exemple, pour les petites recherches que j'ai eu à faire sur l'islam, je peux vous dire, l'islam, c'est une religion de paix. J'ai lu le Coran et j'ai lu la Bible et j'ai décrété même d'ailleurs que les guerres interreligieuses ne sont pas utiles. Parce que les choses se suivent. Mais que des gens, au nom de Dieu, disent que eux, ils sont chargés d'égorger, de tuer. Vous voyez, celui qui égorge, il n'est plus en train de mener une guerre contre un pays. Il était en train de lutter et non contre même un régime. Il est en train de mener une guerre contre un ordre qu'il a envie d'imposer et il veut changer l'ordre sociétal, il veut changer l'ordre mondial. Notre préétabli. Voilà. Et qui est lié à un phénomène qui est insaisissable. On vous parle de religion devant, mais après on va vous dire, écoutez, vous allez découvrir à travers les enquêtes que c'est des couloirs qui sont créés pour des narcotrafiquants. Vous allez comprendre que même des luttes de certains peuples qui vivent la pauvreté et la non prise en compte dans les pays, parce que l'une des causes du terrorisme, c'est ça, c'est l'extrême pauvreté. Il y a des zones où, même au Nord Bénin ici, où on nous dit, il y a des marchés où vous avez des gens qui quittent d'autres zones frontalières qui viennent. Ce qu'on vend un céréal dont on vend par exemple le sac à 10 000 francs, eux peuvent dire, ils veulent le prendre à 50 000 francs et compter les 50 000 francs en même temps à la vendeuse. Donc, la vendeuse regarde et n'est plus dans la logique de ceux-là, ils sont dangereux ou pas, c'est à ceux-là elle veut vendre. Vous avez des jeunes qui sont là, qui sont désœuvrés, à qui on dit, bon voilà, par mois vous allez prendre 300 000, par mois vous allez prendre ceci. Après, il sait qu'il va dans une mission périlleuse, mais bon voilà, sans perspective, il accepte. Donc, les moyens, c'est beaucoup plus les renseignements. Pour pouvoir faire deux choses. Créer des conditions qui empêchent les groupes terroristes d'avoir beaucoup de personnes à recruter. Parce que c'est vrai, on voit les pertes que nos armées de la sous-région ont, parce que je ne vais plus passer seulement du Bénin. Mais il y a beaucoup d'autres groupes de terroristes très nombreux qui sont tués par nos armées et par les armes. Mais il faut observer deux choses. Lorsque vous voulez faire bagarre avec quelqu'un qui, lui, n'a plus peur de la mort, c'est vous qui êtes en danger. Nos armées régulières travaillent à protéger des gens, à se protéger eux-mêmes, alors que ceux qu'ils ont en face se disent, tant qu'on a le souffle, là, on va lutter et on sait qu'on peut mourir. Et si on meurt dans ces conditions, on va au paradis. Donc la guerre est quelque part difficile à mener. Maintenant, avec les renseignements, on saura quelles sont les poches de production de l'insécurité. Et dans une dynamique qui est en cours aujourd'hui avec notre État, le régime Talon et puis bien d'autres régimes en Afrique, il y a la coproduction de la sécurité qui intègre les forces de défense et de sécurité, qui intègre les populations, qui intègre les organisations de la société civile, qui intègre les journalistes, de sorte à ce que chacun en fasse sa préoccupation, tant que ça ne devient pas la préoccupation de tout le monde. Maintenant, quand les populations coopèrent avec les forces de défense et de sécurité et donnent des alertes, il faut maintenant que ces forces de l'ordre aient tous les moyens dont ils ont besoin pour pouvoir traquer et même pourquoi pas arrêter des terroristes. Parce qu'il faut comprendre le phénomène. Pourquoi, par exemple, le seul fait que les groupes terroristes revendiquent certaines attaques, c'est-à-dire communiquent pour dire c'est nous qui avons fait ça. Donc le monde est tel que... Quel est souvent le but recherché? Le but recherché... Cette revendication-là. Le but recherché, c'est la guerre psychologique, c'est de montrer que notre cause est en train de marcher et ça influence d'autres jeunes aussi qui se disent que bon voilà, ces groupes-là deviennent peut-être plus puissants que les armées régulières. Il vaut mieux aller vers... Vous savez, la jeunesse, c'est la fougue, l'envie de dire, bon, on a la bravoure. Leur communication, c'est ça. Leur communication, comme ça, c'est aussi pour faire du chantage. C'est aussi pour que certains États négocient avec eux. Et on a déjà vu des États négocier avec eux. J'ai suivi, avant de venir ici aujourd'hui, un des discours du président de la transition au Burkina Faso, le capitaine Traoré, Ibrahim,
qui a dit que en 2020, l'État burkinabé, les autorités qui étaient là, ont négocié avec des terroristes. Ce qui leur a donné plus de poids. Et le terroriste, lui, il est comme un serpent à plusieurs têtes. C'est hors la loi, mais Voilà. avec qui on est obligé de négocier. Alors, donc, lui dit ne va pas négocier. Il faut déjà éviter de négocier. Mais si vous avez de bons renseignements, les renseignements vous disent ils sont à tel endroit, ils sont à tel endroit. Les renseignements vous disent ils ont recruté tel nombre de jeunes cette semaine, ce mois-ci. Comment faire pour que les jeunes... Parce que quand ils vont manquer... Mais vous tuez des gens. Mais la population jeune qu'ils recrutent là afflue vers eux. Alors, comment se fait-il que dans beaucoup de pays, au Mali, pendant que Ibeka était là, si on a pu créer des problèmes au régime malien, ce n'était pas que les luttes que les gens ont démarrées au départ étaient des luttes terroristes. Par exemple, la région de l'Azawad, où les gens demandaient l'autodétermination au Mali. La guerre n'était pas terroriste. Mais les groupes terroristes qui se sont ajoutés à eux pour tenter de les défendre ont récupéré ça à leur compte. Donc, il faut les renseignements. Et il faut que nos États comprennent que il faut équiper les armées maintenant de technologies de haut niveau. Qu'est-ce qui fait qu'avec le Burkina, le Mali aujourd'hui, ils ont la possibilité de traquer les terroristes et de les tuer en groupe, de les neutraliser en groupe pour utiliser leur expression. C'est qu'ils ont des drones très performants. Avec la coopération avec la Russie, j'apprends que la Corée du Nord est dedans. Se mêle à la danse. Se mêle à la danse. Donc ceux-là, pour mener la guerre d'abord, ils vous donnent les renseignements précis. Ils vous disent, ils sont à tel endroit. Sinon, ça gêne que des terroristes prennent en otage tout un village, se mettent à massacrer des gens. Si par exemple l'armée avait les informations, attends, je ne dis pas que l'armée ne fait pas beaucoup d'efforts. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui se font là maintenant. Et moi, je n'ai jamais oublié le discours que le chef de l'État, Patrice Talon, a tenu devant Emmanuel Macron, le président français, quand il était ici. Il dit, mais nous avons même les moyens pour acquérir l'armement nécessaire pour faire nos luttes. Mais voilà qu'il y a des tests qui résistent ça. Il faut que la France puisse nous aider. C'est là où je suis aussi que même pour qu'un pays souverain comme le Bénin puisse s'armer régulièrement, il a encore besoin d'autorisation ou de discussion au niveau des instances internationales. Alors que les populations meurent. On est encore colonisé à ce point. Et cette méthode de massacre des populations, dans ce qu'on a observé au Nord tout récemment, je ne sais pas, de mémoire de journaliste, je ne sais pas si on a eu d'autres cas comme ça, parce que quand les terroristes en viennent à massacrer, à égorger, excusez-moi l'expression, des êtres humains, et filment, ça veut dire qu'ils sont passés à une autre dimension de la lutte. Ils ont envie de faire la guerre psychologique aux autorités de ce pays. Ils ont envie de dire au Bénin, d'ailleurs, ils ne sont pas cachés. Vous êtes désormais regardez ce que nous sommes en train de faire chez Très vous. bien. Ça que vous ne puissiez rien faire contre nous. Ça veut dire que nous vous déclarons que vous êtes faible. Parce que Chez vous. nous prenons le temps. Je vais vous donner l'exemple. C'est exactement comme un braqueur qui vient braquer des gens dans une maison, trouve le temps de violer la femme du propriétaire. C'est terrible. Ça veut dire que non seulement il est venu braquer, mais il n'a pas peur qu'on l'arrête. Il a dominé tout le monde. Vous comprenez? Mais quand c'est comme ça, un État responsable réagit. Et j'ai aimé les premières réactions du directeur général de la police républicaine, général Soumaïla Seya. Parce que j'ai toujours dit, voilà quelqu'un, un homme en uniforme, même s'il y a une situation dramatique, ce n'est pas qu'il n'est pas sensible. Pour le moral des troupes, il faut qu'il soit serein. Il faut qu'ils disent des paroles qui puissent les galvaniser et qu'ils se mettent au front. Parce qu'eux aussi, ils ont des succès autour desquels on ne communique pas beaucoup. Quand j'ai entendu son homologue de l'armée, des forces d'État, de l'état-major de l'armée béninoise, le général Fructueux Baguidi, qui aujourd'hui aussi, je dis, il a bien choisi son métier. Lui aussi, on sent que quelqu'un dirige l'armée. Mais après, il faut voir est-ce que nous avons tous les moyens. Aujourd'hui, la technologie a évolué au point où on peut rester même à Cotonou et traquer des gens. Et faire mouche. Et faire mouche. Il faut que nous dotions, non pas simplement de moyens pour envoyer les troupes sur le terrain, mais également de moyens technologiques pour capter les images dans les petits détails. Vous voyez, quand je suis la chaîne malienne aujourd'hui, la télévision malienne publique aujourd'hui, les reportages qui sont faits, et je salue nos confrères de là-bas, mais ce n'est que des images satellitaires qui sont prises et qui sont utilisées à la télévision. Ils sont pas allés sur le terrain. On montre comment, sur des écrans, comment les terroristes sont en train de fuir.
des terroristes qui vont se mettre sous des arbres en pensant que les drones ne vont pas pouvoir les filmer, alors qu'on a des drones plus performants. Qui les prennent. Au Burkina, ça s'est déjà fait, et ça fait que ils ont bousillé un groupe important de terroristes qui se cachaient sous des arbres et qui ont investi un village où les habitants ont fui complètement. Mais dès que ces images ont permis aux forces armées, sous le commandement du capitaine Ibrahim Traoré, de savoir qu'il n'y a pas des êtres humains, des villageois qui sont là. Parce que l'une des craintes que les armées ont aussi, c'est de dire, à vouloir contre-attaquer n'importe comment, on peut faire des victimes collatérales. Mais ils ont constaté que en dehors des terroristes, il n'y avait de vie sur place que des moutons. Et le capitaine a dit, bousillez-moi, et arbres, et maisons délabrées, et moutons, et les êtres humains qui sont là, parce qu'ils ne sont pas véritablement humains. Et voilà, donc, moi, je pense que nous avons besoin d'encourager, je ne cesserai jamais de le dire, les forces de sécurité, les policiers. Vous imaginez, c'est eux qui sont à la frontière. C'est eux qui sont en face de ces... la technologie aujourd'hui évolue au point où nous ne devons pas continuer à avoir des zones où les forces de défense et de sécurité n'ont même pas la connexion pour faire le téléphone facilement. Pour discuter. Oui, il faut que ce soit fait. Et le président Patrice Talon, que nous savons très ambitieux, va continuer à le faire. Et j'aime bien quand il tacle ces oblocs de la sous-région pour dire, nous devons faire dans la synergie d'action. Et il ne faut pas que quelqu'un pense que à lui seul, il peut mener cette lutte. Je peux vous promettre une chose, Julien Kitty et Vincent Fortuné-Achogba. On va revenir encore sur ce sujet-là, parce que cet aspect, par exemple, que vous soulevez, moi, me donne l'idée, par exemple, pourquoi pas une armée sous-régionale pour lutter contre un peu cette pègre-là qui, franchement, à terme, si on ne sait pas faire, si on ne sait pas opposer la riposte qu'il faut, finira par nous engloutir. Nous allons finir ainsi ce premier sujet pour le compte d'aujourd'hui et revenir à nous-mêmes, Vincent Fortuné-Achogba, vous qui êtes également, on va dire, patron d'association, journaliste d'abord, patron d'association, secrétaire général d'une association nationale d'abord et puis président d'une association internationale. La carte de presse au Bénin, on en parle, on y revient parce que ça nous concerne et moi particulièrement, je vis mal le fait. Ça nous fait quand même 1 an qu'on a déposé des dossiers de renouvellement de notre carte de presse et franchement, on exerce pratiquement ce métier dans la clandestinité. Si ce n'était pas nos organes qui nous ont fait des cartes ou des badges, on se retrouverait à être renvoyé comme beaucoup de nos confrères subissent en fait le cas sur le terrain. Franchement, j'ai rencontré mercredi dernier, comment dirais-je, des confrères qui étaient meurtris et qui revendiquaient la chose. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez quand même tenté, Vincent Fortuné-Achogba, de chercher à savoir qu'est-ce qui bloque finalement la délivrance de ces cartes de presse? Merci beaucoup, cher Peggy. Je crois que c'est quand même déplorable que l'on fonctionne ainsi. Et que l'on fonctionne ainsi, je voudrais dire, le 11, c'est bien sûr la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, chargée de nous délivrer ces cartes précieuses pour permettre aux journalistes de s'identifier et faire son travail. Ça fait effectivement 1 an, comme vous l'aviez dit, que nous avons déposé le dossier pour renouveler les cartes. Mais qu'est-ce qui bloque? Je crois que même les conseillers à la HAC n'ont pas été en mesure de nous dire exactement ce qui bloque la confession des cartes. Parce que les raisons avancées ne tiennent pas. Que c'est l'ANIP, qui est chargé désormais de délivrer. Mais si c'est à l'ANIP, on a nous donné là-bas. Qu'est-ce qui peut bloquer alors? Oui, l'idée est toute trouvée pour dire à l'ANIP qui va faire. Mais pour une carte, je crois comme une carte d'identité, on ne peut pas. D'abord, même, moi, je décris le fait qu'on dise, on fait appel à candidature d'abord pour déposer les dossiers. Je suis professionnel des médias. Je suis détenteur de ma carte.
la carte expire, le lendemain, je vais déposer avec ce qu'il faut. Et une semaine après ou plus, on me rappelle, on me dit que ta carte est prête. Et je vais chercher, parce que c'est ça l'outil précieux avec lequel je travaille. C'est ça qui me permet d'aller dans l'administration. C'est ça qui permet, quand on m'interpelle, c'est ça qui permet de dire, bon, voilà ce que je fais, voilà ce que je suis. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas à ce niveau-là. Malheureusement, on nous a demandé de venir déposer les dossiers. On a déposé les dossiers. Qu'est-ce que ça devient? On ne sait rien. Je vous rappelle que je ne suis plus en activité en ce qui concerne ma posture antérieure en ce qui concerne l'association, le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel. J'ai été, je l'ai dit souvent ici, j'ai été pas 2 fois secrétaire général porte-parole de l'institution, mais aujourd'hui, je n'y suis plus. Néanmoins, ça ne m'empêche pas d'opiner, de voir déjà, puisque en son temps, je ne cesse de dénoncer ce laxisme au niveau de l'institution HAC, parce que une carte professionnelle doit se renouveler aussitôt expirée. Si le requérant est prêt et il remplit les conditions, je crois qu'on ne doit pas attendre pour lui délivrer cette carte. Imaginez, comme vous venez de le dire, on vous interpelle dans l'exercice de votre fonction. Et on vous dit, bon, voilà, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, vous êtes journaliste. On vous demande la preuve. La preuve. Et vous êtes incapable de la produire. Alors que, pour montrer que vous êtes journaliste, vous avez besoin de sortir votre carte professionnelle pour dire, voilà, l'État béninois me reconnaît tel quel. Mais vous n'avez pas ça. Vous allez dire, mais je suis au niveau de tel organe. C'est arrivé déjà à des journalistes. Et la dernière date, je vais citer le jeune Inya Sossou, qu'on dit on ne reconnaît pas en tant que journaliste, parce que n'ayant pas la carte de presse. Maintenant, ceux à qui vous avez délivré ne sont pas en possession de cette carte. Qu'est-ce qu'on dira alors s'ils se présentent là? On va encore les traiter comme de vils individus? Je crois que nous avons toujours dénoncé cet aspect de la chose, et je crois que j'ai l'impression que la HAC est restée sourde à nos cris de cœur, parce que si jusqu'à ce jour on parle et qu'on n'a pas une lueur, on dit non, ça va venir, je crois que c'est de l'espoir vain qu'on nous donne. Mais pourquoi vous-même, les journalistes, vous, je dis vous, nous aussi, hein, parce que je dis que je suis dedans, pourquoi on ne réagit pas? Pourquoi il n'y a pas de manifestation? Pourquoi on ne va quand même pas peut-être faire un sitting devant la HAC pour montrer quand même que c'est vraiment urgent pour nous? Quel est le problème des journalistes qui n'arrivent pas à s'exprimer? Oui, et comme j'ai l'habitude de le dire au cours de nos émissions ici, je vais encore le dire une fois. Vous savez, c'est là le paradoxe que je n'arrive pas à comprendre. On défend les autres, mordicus. Imaginez si c'est les citoyens lambda qui ne trouvent pas leur carte d'identité au niveau de l'ANIP, vous allez voir le lendemain, 1000 journaux vont relayer ça. Les réseaux sociaux, qui seront les signataires, c'est les journalistes. Mais voilà vous-même. Nous relayons les problèmes des autres, mais nos propres problèmes, les motus bouche cousue. Vous êtes là, on ne vous donne pas la carte qui permet de vous identifier en tant que professionnel des médias, et vous ne réagissez pas. Mais on défend les autres mieux quand vous allez prendre l'initiative de dire allons devant la HAC. Vous n'allez pas les voir. C'est ça encore. C'est dire quoi? Ça ne leur dit rien. Et quand vous êtes en face d'une institution qui vous montrez des signes de fébrilité, vous montrez des signes d'une mésentente notoire
parmi vous, dans vos rangs, je crois que la HAC va s'en foutre éperdument. Ça, c'est clair. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. Si vraiment on voit en face, la HAC voyait en face les acteurs d'une profession unie et qui parlent d'une même voix, je vous assure, en moins d'une semaine, on aurait déjà obtenu ces 4-là. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous voyez d'autres qui font une déclaration le matin et le soir, qui ravalent et disent aux choses. Tant que c'est comme ça, qu'est-ce que vous pouvez espérer? La corporation est simplement un lambeau. C'est un lambeau. C'est ce que moi je dis. Et je ne vous cache pas, je suis en train de travailler sur ce qui est devenu notre corporation. De plus en plus décrié à l'interne comme à l'externe. Parce que ça ne s'entend pas. Ça ne s'entend pas. D'accord. Que la HAC ne puisse pas nous dire avec précision ce qui peut bloquer. Vous avez dit, citer les pièces à fournir. On a rempli à ses obligations. Maintenant, la confession, ça l'embine, ça traîne. En temps, un des conseillers ou bien des conseillers sont sortis pour nous dire, voilà ce qu'il faut faire, et voilà ce qui bloque, mais pour ne rien dire. Ça, c'est clair. Puisque rien ne bloque. Rien ne saurait justifier cette lenteur-là. Il va falloir quand même que l'Union des professionnels des médias, UPMB, et le CNPA sortent de cette torpeur pour donner de la voix. J'ai vu l'UPMB qui avait fait une déclaration en temps. Après, les membres du bureau sont reçus par le président de la HAC. Et puis après, silence radio. Vous imaginez une profession organisée, ça peut se passer comme ça. Vous avez fait une déclaration pour dénoncer quelque chose. On vous a reçu. Il était de bon ton quand même que vous veniez encore, parallélisme des formes oblige, de venir dire à vos confrères, quand on est allé, voilà ce qu'on a eu. On n'est pas satisfait, on ne va pas baisser les bras. Nous restons toujours éveillés. Ils ont demandé un moratoire. On va leur accorder ça. Mais on reste éveillé. Rien de tout ça. Ou bien vous avez suivi ça comme ça? Non? C'est cela. Peut-être c'est moi qui me trompe si vous avez eu ça. Mais Moi, non. Donc, Comme je vous. crois que il y a un problème profond. Il y a un problème profond. Et on est là, on dort. Et tant qu'on va dormir comme on est en train de le faire, je vous assure, on sera toujours maltraité, comme on est en train d'être maltraité depuis 2016. Ça, c'est une vérité. Julien Kiti, sur la question, est-ce que le quatrième pouvoir, reconnu par tous, continue d'être ici au Bénin, vu que les journalistes apparemment ont décidé de s'aplatir? Bon, vous avez vu, la dernière partie de votre question répond à toute la question. Ils ont décidé de s'aplatir. J'ai coutume de vous dire que la première mesure de sécurité pour un journaliste, c'est son professionnalisme. Et après, sa seule religion qui ne devrait être que sa liberté d'esprit. Lorsque vous avez les compétences morales, les compétences techniques, je n'en dénie pas à mes confrères béninois, il faut pouvoir les faire parler. Vous voyez, vous pouvez être dans les compromis avec les gens, mais pas dans les compromissions. C'est-à-dire qu'on peut dire, oui, vous avez soutenu une action, une bonne action de quelqu'un, à visage découvert, puis c'est du journalisme aussi. Mais vous avez dénoncé une mauvaise action, mais lorsque vous vous encoquinez avec ce qui ne marche pas et vous voulez vous plaindre après, c'est pas la peine. Moi, j'ai jamais vu le président Patrice Talon, depuis qu'il est là, dire, bon, ok, les journalistes, maltraitez-les, il faut faire ci, il faut faire ça. Et il n'a jamais empêché un journaliste de faire son travail. Mais il y a certes quelques confrères qui tombent sous le coup de la loi, mais il y a beaucoup, quand vous les écoutez aussi, c'est une psychologie générale. Je n'ai pas compris pourquoi cette dynamique-là naît comme ça.
Vous en rencontrez beaucoup qui vous disent, mais bon, soit toi c'est bon, il faut faire le journalisme, nous c'est l'argent notre problème. Alors, lorsque vous êtes dans ça, un président de la République, ça peut venir vous dire à l'installation de la HAC que vous faites monde d'une grande vénalité. Ça peut amener un président à dire, bon, ok, tous les intérêts qu'ils avaient avec les ministères, avec les institutions, et pour lesquels ils se disaient que ça va être en permanence comme ça pendant longtemps, on les coupe pour faire donc dans l'austérité, et on voit comment ils vont vivre. Parce que pendant que on faisait les états généraux de la presse. Pendant qu'on parlait des résolutions, on disait il faut une régie publicitaire, il faut la convention collective, il faut des entreprises, de grosses entreprises de presse, avec des financements structurants et tout. Mais depuis qu'on fait là, les résolutions là sont devenues quoi? Est-ce que ce sont les politiques qui ont empêché qu'on les applique? Si tout ça était fait, vous auriez eu aujourd'hui une race de journalistes capables de ne pas se plaindre de ces mots dont souffre la presse aujourd'hui. Ce que sont devenues les organisations professionnelles, écoutez, moi ça me fait rire. Je défie les responsables, je les aime à titre personnel, je les aime individuellement, mais pris ensemble en tant que personne morale, je défie le CNPA actuel, je défie l'UPMB, quoi. J'ai vu l'ODEM s'installer la fois dernière. Ouais. À quoi la 9e mandature. Je vais vous choquer, à quoi ça sert encore? Il faut aller voir les objectifs de départ de l'ODEM. Vous allez voir que le monde entier a célébré le Bénin pour dire que nous avons mis en place le tribunal des pairs. Mais beaucoup de pays sont venus même s'en inspirer. Voilà. L'ODEM avec un président comme paix à son âme, Jérôme Adjakou Badou. Écoutez, vous n'êtes pas, vous commettez des bêtises dans vos écrits, dans vos propos en tant que journaliste contre des gens. Parfois, ceux qui doivent aller au tribunal, pendant qu'il y avait même encore des peines privatives de liberté qui étaient en vigueur, s'en abstenaient. Parce que le simple fait que l'ODEM publie, sans saisir, publie un article pour démontrer, une décision pour démontrer que tu as fait un monde de légèreté et que ce n'était pas digne d'un journaliste comme toi, toi-même tu es moralement choqué. Mais lorsque, en grande partie, la morale a déserté le forum, lorsque les organisations professionnelles, Vincent Assogba le disait tout à l'heure, j'ai compté combien de fois il a répété, ça ne s'entend pas. Ah oui, j'ai fermé les yeux, mais je l'écoutais, je me disais, mais il le répète parce qu'il a vécu dans sa chair, dans les positions qu'il a occupées. Ce que c'est que on se tire dans les bottes. Ce que c'est que on se dise, mais à bas la corporation, on s'en fout des intérêts communs, et pour peu que chacun puisse mettre le grappin sur l'argent, qu'il vienne de celui qui commet le plus grand crime contre la liberté de presse ou pas, on le prend. Et on est prêt à sacrifier son confrère. Pendant que nous sommes en train de réaliser cette émission, il y a un journaliste animateur qui est traîné devant les tribunaux, qui dans une affaire qui est en instruction, moi j'ai rien contre les magistrats. Vous savez, les magistrats, ils ont du flair. Ils regardent les parties en présence. Ils voient les comportements des parties pour savoir comment orienter la suite du procès. Que quelqu'un, dans un dossier où un député s'est plaint a porté plainte, ou que lui, il a porté plainte pour des choses qu'il aurait subies. Maintenant, il est quand même en contentieux avec un député ou un maire ou d'autres, des acteurs politiques. Mmh. Mais ça, on amène ça au tribunal. Ça implique d'autres confrères aussi. Moi, j'ai pu parler avec eux. Ils se sont dit non, on est allé au tribunal. Nous tous, on a témoigné, on a voulu que, bon, ça se calme et tout. Mais si toutes les parties prenantes à un procès du genre où la presse, c'est bataille entre les professionnels des médias, disent aux juges, vraiment, ça ne nous honore pas qu'on vienne se tirer entre les potes ici. Mais écoutez, vous allez voir le juge, même s'il est censé, il peut se passer de vos décisions, de vos options là, et prendre la décision. Il est un être humain aussi. Et il y a de plus en plus des juges qui sont formés, qui connaissent les droits des médias correctement, et donc, qui peuvent le faire. Mais quand ça ne se passe pas comme ça, les politiques, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils s'infiltrent dans votre division, ils utilisent certains confrères contre d'autres, et après, ça se retourne contre nous tous. Parce que, après, au Parlement, lorsqu'on veut faire les lois,
qui font que tout le monde, au-delà de l'amour effréné, du rapport vicieux qu'on a peut-être avec l'argent, mais il y a aussi les lois qui sont votées pour encadrer l'activité du professionnel des médias. On ne cessera jamais de parler de l'incongruité, de la double législation différente, opposée, pour juger de la même chose concernant les mêmes auteurs. Je veux parler du code de l'information et de la communication d'une part et du code du numérique de l'autre. Je vous ai dit la fois dernière, vous êtes beaucoup acharnés à me dire, bon, à un moment donné, en des termes à peine voilés, bon, c'est notre corporation, on va pas tout dire par ici. Mais je vous jure, si depuis que le numérique, le code du numérique a été voté, si depuis ce temps, les associations professionnelles... Il y a eu les dénonciations Les associations professionnelles ne passaient pas une seule journée sans dénoncer ça. Et vous aviez évoqué une idée sur laquelle je reviens. Si chaque journaliste, au détour d'une émission, se mettait à réclamer, voilà. En fait, ce serait génial. Donc, l'histoire de cadre de presse qui est là maintenant, là, moi, excusez-moi, hein, moi, je suis pas prêt à incriminer telle ou telle institution. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, on n'a pas envie de dire. Et ce qu'on n'a pas envie de dire... Ça devient l'omerta. Ce qu'on n'a pas envie de dire publiquement, ça signifie que on est gêné de dire. Ça veut dire que ça ne ressemble pas au domaine de la liberté d'expression, de la liberté de la presse. Mais vous parlez du cadre de presse. Vous savez, amusons-nous un peu avec le droit. Alors, vous avez un procès, nous sommes en train d'aller aux dernières minutes, hein. On intente un procès, contre vous tout de suite. Vous vous retrouvez devant le tribunal. La première des choses que le juge vérifie, c'est votre identité et votre qualité. Vous faites quoi dans la vie? Votre identité. On vous appelle comment? Nom, prénom, date, lieu de naissance. Profession. Profession, preuve de profession. Parce que le fait qu'on sache que vous êtes vous êtes régulièrement de telle profession ou de telle autre, permet de savoir s'il y a des situations aggravantes pour vous, des situations atténuantes. Ça permet de savoir si vous êtes, même la loi qu'on veut vous appliquer, comment on peut vous l'appliquer. Il se fait que, selon la loi, on ne dit pas, voici j'ai une carte périmée, donc j'étais journaliste. On veut savoir, au moment de la commission des faits, qu'est-ce que vous faites? Ce que vous étiez. Ailleurs, on utilise l'expression ex-qualité. Donc, vous avez agi ex-qualité. Et ça se prouve. Bon, donc, si un journaliste à qui on a déjà délivré la carte de presse, d'accord, à qui on a déjà délivré la carte de presse et qu'il l'a déjà utilisée comme telle, ça arrive à expiration. Autant délivrer des cartes à vie, quitte à ce que si les gens commettent des bêtises, on puisse les sanctionner. Mais le monsieur a utilisé la carte, ça arrive à expiration, il n'arrive pas pour lui renouveler ça, alors qu'il n'est pas établi qu'il a commis une faute lourde pour que vous preniez la sanction de lui retirer le droit d'avoir cette carte. Et vous dites qu'il y a une procédure pour lui établir ça. Je vous en prie. Il y a un autre problème, hein, oui. Julien Kitty. Oui. Nous avons une consoeur qui était en position à la HAC, qui aujourd'hui est à l'Assemblée nationale. Son poste est vacant. Jusque-là, on n'a pas pourvu à son remplacement. Oui, qui va pouvoir à son remplacement? Comme je dis encore, Sankara a dit que, excusez-moi, lui il a parlé d'esclaves. Parce que si vous vous retrouvez dans une position où vous avez l'impression qu'on vous impose tout et vous-même vous chantez, on m'en impose, bon, vous êtes regardé comme un esclave. Et un esclave qui ne veut pas revendiquer ses droits ne mérite pas qu'on le défende. Le journaliste qui ne veut pas revendiquer ses droits ne mérite pas qu'on le défende. Ce sont des journalistes qui ont élu la dame. Et à défaut d'avoir une HAC au Bénin dirigée par des professionnels des médias, contrairement à la plupart des pays, je me rappelle, paix à son âme, Théophile Nata, qui n'était pas journaliste, président de la HAC, disait chaque fois que les journalistes se retrouvaient en état généraux, il dit, je vous en prie, lorsque moi je vais dans des rencontres internationales avec les autres responsables des institutions sœurs de la HAC, c'est des professionnels des médias qui sont à la tête. Donc, battez-vous pour qu'il en soit ainsi, pour qu'on retienne ça comme tel, et qu'un président qui veut nommer président de la HAC soit obligé de prendre un professionnel des médias. On a pu obtenir au moins vice-président. Maintenant, la dame va à l'Assemblée nationale. Mais vous voulez que donc le gouvernement ou la RAC, les institutions étatiques viennent vous dire, oh, chers journalistes, pardon, organisez élection entre vous, désignez quelqu'un, alors que c'est votre droit.
Et on reste là, on dit, mais Vincent le Fortuné, régime ne nous sur- permet pas. Sur la question, pour finir, hein, c'est vous qui clôturez. Non, merci beaucoup. Je crois que c'est simplement déplorable. C'est déplorable parce que depuis janvier, et même pas depuis janvier, c'est avant déjà, au mois de décembre, la dame a été candidate. En temps normal, je crois que ceux qui dirigent nos fêtières devraient se dire, attention, si elle venait à être élue, il va falloir qu'on procède à son remplacement, parce que nous sommes là, c'est une de nos, elle est représentante de la corporation, donc on doit procéder à son remplacement, simplement. On n'a pas pensé à ça. Elle est élue depuis le mois de janvier, elle est déclarée élue, elle n'a pas démissionné de l'Assemblée, elle a siégé, elle continue de siéger, elle est installée depuis le 12 février jusqu'à ce jour, on ne dit rien. C'est ça. Gilles Kitty l'a dit, les gens ne veulent pas réclamer ce qui leur revient. On est là et on se complaît à dire c'est le régime, mais c'est le politique qui ne veut pas. Je crois que nous-mêmes, on doit pouvoir se regarder dans notre miroir et voir qui nous sommes véritablement. Parce que là, Merci je ne crois beaucoup. pas, depuis 3 mois, on ne pense pas, même si c'est 2 mois, son remplaçant il va falloir procéder à son remplaçant. Mais malheureusement, Merci ce n'est à pas vous. le cas. Merci à vous, Vincent Fortuné Assogba. Merci à Jules-Léon Kitty. Merci également à l'assistant silencieux, hein, CPO, et tout ce beau monde qui nous suit depuis, en tout cas, l'instauration de cette émission sur les antennes de Diaspora FM. Merci à chacun et à tous d'avoir été avec nous. Vendredi prochain, on aura encore, et bien sûr, à manger du point 7. Merci d'avoir été là. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glodibi, c'est le pied.